628 791 bitcoins, c'est ce que détient aujourd'hui Strategy, la société de Michael Saylor, soit 3% de tous les bitcoins en circulation. Avec une capitalisation boursière de plus de 100 milliards de dollars, Strategy figure désormais parmi les 100 plus grosses entreprises cotées aux États-Unis. Depuis le début de l'année, Strategy a levé plus de 18 milliards de dollars pour accumuler toujours plus de bitcoins et contrairement à ce que beaucoup pensent, les choses sérieuses viennent à peine de commencer. Le 21 juillet dernier, Michael Saylor frappait une nouvelle fois avec l'annonce d'un nouveau produit financier, le Stretch STRC, le tout dernier Preferred Stocks émis par Strategy. Un nouvel instrument financier qui aura permis à l'entreprise de lever pas moins de 2,5 milliards de dollars et d'acheter la bagatelle de 21 000 BTC. Opération qui est, pour le moment, la plus grosse IPO de 2025. Je répète, la dernière levée de Strategy liée à du Bitcoin est la plus grosse émission de titres sur le marché financier américain cette année. C'est juste hallucinant. Rendez-vous compte, depuis la dernière vidéo où nous évoquions Strategy, il y a moins d'un mois, l'entreprise a acquis plus de 27 000 BTC. Depuis 2020, Michael Saylor monte en puissance pour engranger toujours plus de BTC. D'abord en convertissant le cash que sa société avait en réserve, puis en émettant de la dette comme des obligations convertibles, et depuis quelques mois, les levées se font en actions, en equity ordinaire ou préférentiel. Une stratégie qui a transformé une entreprise de logiciels en fonds d'investissement spécialisé Bitcoin et son fondateur, Michael Saylor, en prophète de cette nouvelle ère financière. Aujourd'hui, certains surnomment Strategy la Bitcoin Bank, et d'autres y voient une bombe à retardement habillée en success story, en gros le prochain Mongox ou FTX de ce cycle. Dans cette vidéo GAB, on fait le point sur les détails de cette stratégie qu'est en train de mettre en place Saylor et la logique qui rend tout ça viable, ou alors tout ça incroyablement risqué. Pour commencer, je vais réexpliquer, juste au cas où, la notion de MNAV, le Market Net Asset Value que l'on avait déjà abordé dans la dernière vidéo GAB à ce sujet. Un ratio tout simple en apparence, la valeur de l'entreprise divisée par la valeur de son stock de Bitcoin. Bon, attention, quand je dis valeur de l'entreprise, ici on ne se limite pas à la capitalisation boursière des actions MSTR. On prend en compte la valeur de toutes les actions ordinaires en circulation, donc les MSTR, mais aussi la valeur des actions préférentielles, ainsi que la dette émise. Et on retranche la trésorerie en cash, toujours en réserve. Bref, vous faites ce calcul au numérateur et puis vous divisez par la valeur du stock de Bitcoin de l'entreprise au dénumérateur. Et ça vous donne le MNAV. Celui-ci est de 1,7 à l'écriture de ce script. Dit autrement, le marché paie les actions de Strategy 1,7 fois plus cher que la valeur réelle de ses réserves en Bitcoin. Tant que le MNAV reste supérieur à 1, Strategy peut émettre de nouvelles actions à un prix plus élevé que la part de Bitcoin qu'elle représente réellement. Résultat, l'entreprise reçoit plus de cash qu'il n'en faudrait pour compenser la dilution en BTC par action. Comment ? Bref, autrement dit, même si elle crée de nouvelles actions, chaque action finit par représenter davantage de Bitcoin qu'avant. J'ai rien compris. Oui bah c'est pas grave. Je vous l'accorde, ça peut sembler un peu abstrait, on va prendre un exemple pour illustrer tout ça. Imaginons que Strategy détienne 100 000 BTC et qu'il y ait 100 000 actions MSTR en circulation. Chaque action représente donc un BTC. Si le Bitcoin vaut 100 000 $, alors la valeur intrinsèque d'une action est de 100 000 $. Vous me suivez jusque-là? J'écoute. Et voilà, le marché paie actuellement pas 100 000 mais 120 000 $ par action. Ce qui signifie que le MNAV est de 1,2. Le marché valorise chaque dollar de BTC à 1,2 $. Et c'est là que l'ingénierie financière mise en place par Saylor entre en jeu. Strategy va profiter de cette prime pour émettre, disons, 10 000 nouvelles actions à 120 000 $ pièce. Cela lui permet de lever 1,2 milliard de dollars qui vont être utilisés immédiatement pour acheter 12 000 BTC supplémentaires. Alors quelle est la situation finale pour les actionnaires? J'écoute. Non, c'est nous qui vous écoutons. Le nombre total d'actions est désormais de 110 000, la réserve totale de BTC est passée à 112 000 BTC et chaque action représente donc maintenant 1,018 BTC. Conclusion, les actionnaires sont bel et bien gagnants. Même si leur part relative a été diluée parce qu'il y a plus d'actions en circulation, chaque action donne droit à plus de Bitcoin qu'avant. C'est le pouvoir de l'arbitrage sur le MNAV. Tant que le marché valorise les actions au-dessus de la valeur réelle des BTC qu'elles représentent, Strategy peut créer de la valeur pour ses actionnaires. Dans notre exemple, les actionnaires ont gagné environ 2% de BTC en plus. On dira que Strategy a capturé la prime MNAV. Voilà une des clés du modèle, émettre à un prix supérieur à la valeur réelle du Bitcoin par action, et donc créer de la valeur pour tous les actionnaires. Saylor ne raisonne plus en dollars mais en Satoshi, c'est-à-dire en Bitcoin par action, BTC per share. Son objectif, faire en sorte que chaque action MSTR donne droit à toujours plus de Bitcoin au fil du temps. Et quand on regarde les chiffres, le constat est sans appel. D'année en année, en tout cas jusqu'à maintenant, chaque action représente une quantité croissante de Satoshi.
Autrement dit, au lieu de se battre pour augmenter le bénéfice par action, appelé en anglais le EPS, Earning Per Share, Strategy tente de maximiser le Bitcoin par action, BPS, une logique totalement alignée avec la vision maximaliste de Michael Saylor. Cependant, il faut bien comprendre que ce cercle vertueux peut très vite se transformer en spirale de la mort. Si le MNAV passe sous 1, la dynamique s'inverse. Chaque nouvelle émission d'action devient dilutive, le nombre de BTC par action diminue, la valeur perçue chute, la confiance du marché se brise et le cours de l'action peut continuer de baisser, renforçant le phénomène. Autrement dit, le modèle se prend à son propre piège. Il ne fonctionne tant que le marché accepte de payer une prime sur le Bitcoin détenu. Et cette prime, justement, agit comme un thermomètre de confiance du marché envers Strategy. Plus elle est élevée, plus le marché valide le modèle, mais dès qu'elle disparaît, toute la mécanique se grippe. C'est ce que redoutent certains analystes, à commencer par Jim Chanos. Son nom vous dit peut-être quelque chose, c'est un célèbre investisseur américain spécialiste de la vente à découvert, connu notamment pour avoir anticipé la chute d'Enron. Pour lui, Strategy serait une bombe à retardement, un modèle qui marche jusqu'au jour où il ne marche plus. Et aujourd'hui, Jim Chanos short justement Strategy, donc il parie à la baisse. Pour lui, on va inévitablement arriver à un moment où les investisseurs vont se demander pourquoi payer 1,7 $ pour 1 $ de Bitcoin détenu par Strategy alors que je peux acheter du BTC directement. À partir de là, un arbitrage presque naturel se met en place, vendre les actions MSTR jugées trop chères, donc les shorter, et acheter du Bitcoin spot de l'autre côté. Alors avec beaucoup d'humilité, je pense que Jim Chanos se trompe sur un point essentiel, du moins dans sa lecture la plus simple du MNAV. S'il s'agissait simplement pour Strategy de titriser du Bitcoin comme le font les ETF, alors oui, il n'y aurait aucune raison pour que la valeur de l'action s'écarte durablement de celle des BTC détenus. Mais c'est précisément là que la critique passe à côté de l'essentiel. Strategy ne se contente pas de stocker du BTC. Comme on l'a vu plus tôt, MicroStrategy a commencé par lever des centaines de millions via de la dette classique et surtout via des obligations convertibles. Un mécanisme qui était déjà très intelligent. Je vous renvoie à la dernière vidéo GAB pour les détails, mais en résumé, ces obligations convertibles fonctionnaient comme des call options hybrides sur Bitcoin. Une façon élégante de capter une partie de la hausse potentielle du Bitcoin tout en limitant le risque à la baisse. Mais Michael Saylor et son équipe ne se sont pas arrêtés là. Ils sont en train de transformer Strategy en une plateforme financière qui ne fait pas que détenir du BTC, mais qui structure, propose et distribue une gamme croissante de produits financiers adossés à Bitcoin, pensés pour s'adapter à différents profils de risque. Ce n'est donc plus simplement une boîte à BTC, c'est un véhicule financier sophistiqué à la frontière entre gestion d'actifs, innovation produits et infrastructure de marché. Et quand je dis que ces produits sont basés sur Bitcoin, ça ne veut pas dire qu'ils reposent sur le réseau Bitcoin, comme le Lightning Network par exemple. Non, cela signifie qu'ils reposent sur la performance de l'actif, c'est-à-dire sur l'évolution du cours du BTC, qui est d'environ 40% en moyenne sur les 10 dernières années, mais avec une volatilité très élevée, ce qui en fait souvent un actif difficile à gérer pour de nombreux investisseurs, disons, plus traditionnels. Et c'est précisément là que la stratégie de Strategy devient brillante. Ils se sont dit, et si on proposait des produits qui ne visent pas 40 ou 50% par an, comme Bitcoin, mais plutôt 8, 10, voire 15%, des rendements bien inférieurs au BTC brut, certes, mais en échange d'une volatilité largement réduite. Autrement dit, Strategy cherche à reconditionner la volatilité du Bitcoin pour la rendre accessible à un public plus large, qui ne veut pas ou ne peut pas assumer les montagnes russes de l'arène des cryptos. C'est une manière d'industrialiser l'exposition au Bitcoin en modulant la volatilité comme le ferait n'importe quel gérant d'actifs. C'est donc avec cette stratégie en tête que la plus grosse des Bitcoin Treasury Companies s'est mise à proposer une gamme complète de produits financiers, chacun conçu pour répondre à un profil de risque et une durée d'investissement spécifique, comme une banque le ferait avec ses produits d'épargne. Strategy résume très bien cette approche à travers une pyramide qu'ils présentent dans leurs documents. Elle illustre les différents produits qu'ils proposent aujourd'hui, classés du bas vers le haut selon le profil de risque. En bas de la pyramide, on trouve les produits les plus exposés au Bitcoin, donc les plus risqués, mais aussi ceux offrant le potentiel de performance le plus élevé. En remontant la pyramide, les produits deviennent de plus en plus safe, donc la volatilité est mieux contrôlée, mais la performance est bien évidemment plus faible. À la base, vous avez MSTR, l'action ordinaire stratégique, qui amplifie les mouvements du BTC avec du levier. Donc là, il y a plus de volatilité que Bitcoin lui-même, mais aussi potentiellement plus de rendement. Aujourd'hui, il y a environ pour 100 milliards de dollars de MSTR sur le marché. C'est donc très clairement le titre stratégie le plus vendu et détenu sur le marché actuellement. En remontant la pyramide, on arrive à Bitcoin lui-même.
C'est le point de référence, à la fois en termes de risque, de volatilité, mais aussi de rendement potentiel. On peut le considérer comme le niveau 0 de la pyramide. En dessous, on trouve donc les produits à effet de levier, comme on vient de le dire, MSTR, qui visent une performance supérieure à celle du BTC, mais aussi au prix d'un risque supérieur, on l'a déjà dit. Au-dessus de Bitcoin, on trouve au contraire des produits qui réduisent le risque, en lissant la volatilité ou en introduisant des mécanismes de protection. Mais forcément, cette réduction du risque se paie par une performance attendue plus faible. Tous les produits qu'on trouve au-dessus de Bitcoin dans cette pyramide sont ce que l'on appelle des preferred stocks. En français, on pourrait dire des actions préférentielles. À la différence des actions classiques comme MSTR, ces actions-là ne donnent pas de droit de vote à leurs détenteurs, mais elles offrent des avantages supplémentaires. Par exemple, si Strategy verse des dividendes, les détenteurs de preferred stocks sont servis en premier. Et en cas de problème, c'est aussi eux qui passent devant les actionnaires ordinaires pour récupérer une partie de leur mise. En gros, les détenteurs de preferred stocks chez Strategy ont une sorte de carte gold. Ça ne leur donne pas plus de pouvoir, mais ça leur permet de passer devant les autres actionnaires quand il s'agit de recevoir de l'argent. Comme vous pouvez le voir sur cette image, Strategy propose pour le moment 4 types de preferred stocks en parallèle de l'action classique MSTR. Et chacun a ses particularités. Un équilibre propre entre performance, volatilité et risque pour cibler des profils d'investisseurs différents. Et pour faire ça, Strategy joue sur plusieurs caractéristiques. Premier critère, bien évidemment, le niveau de rendement. Certains produits offrent un taux fixe élevé comme le Stride, le STRD, alors que d'autres proposent un rendement plus modéré ou plus volatile. Mais en contrepartie, c'est la priorité de remboursement qui change, ce que l'on appelle la seniority du preferred stock, c'est ce que l'ordonnée de ce graphe montre. En gros, les détenteurs de Strife, donc le STRF par exemple, sont payés en premier en cas de problème, alors que les détenteurs du Stride, STRD, eux, ont moins de volatilité mais passent en dernier, juste avant les détenteurs de MSTR. Donc, encore une fois, plus le rendement est élevé, plus vous acceptez d'être à l'arrière de la file si ça se complique. C'est ce que montre ce graphique avec la variable seniority. Deuxième critère, deuxième caractéristique sur laquelle joue Strategy, c'est la convertibilité. Certains produits comme le Strike, le STRK peuvent être convertis en actions MSTR, les autres non. Donc si le cours de l'action MSTR décolle, les détenteurs de STRK peuvent, sous certaines conditions, les convertir. Et puis enfin, dernière idée originale de Strategy, proposer une action dont le prix ne varie quasiment pas. Oui, vous avez bien entendu, une sorte de stablecoin version action avec un coupon ajustable pour rester proche de sa valeur de départ. Et ça, c'est le Stretch, le STRC, idéal pour ceux qui veulent de la stabilité avec du rendement fixe. Certains investisseurs surnomment ce produit le Bitcoin-backed T-bill. Les détenteurs de Stretch reçoivent un dividende mensuel variable initialement fixé à 9% par an. Ce dividende n'est pas figé, il peut être ajusté chaque mois dans un seul but, stabiliser le prix du titre autour de 100 $. Dit très simplement, c'est comme si Strategy appliquait une politique monétaire active à un seul titre, utilisant le dividende comme levier d'ancrage de la valeur. L'objectif, offrir un rendement élevé tout en assurant une volatilité minimale, un peu à la manière d'un stablecoin. Michael Saylor le présente comme une alternative crédible aux actifs de rendement à court terme, comme les bons du trésor par exemple. Pour les investisseurs institutionnels, le Stretch offre plus du double du rendement des fonds monétaires traditionnels ou des obligations américaines, avec une volatilité contenue. Alors là, à ce stade, vous vous dites peut-être « Attends, mais c'est trop beau pour être vrai, c'est quoi ce délire ?» Je vais vous donner un exemple très simple qui va, je pense, vous aider à comprendre la magie noire à l'œuvre ici. Imaginons que ma société détienne 100 bitcoins en trésorerie. Au cours actuel, on va donc dire que ça vaut 10 millions de dollars pour simplifier. Maintenant, je vous propose un deal. Vous me donnez 100 000 $ et en échange, je vous donne un petit bout de papier sur lequel il est écrit « Preferred Stock ». Et ce papier, il vous donne droit à 10% de dividendes par an. Donc vous touchez 10 000 $ chaque année. Et en cas de faillite de la société, vous serez le premier à récupérer vos 100 000 $ grâce à la liquidation des bitcoins en trésorerie. De mon côté, avec vos 100 000 $, qu'est-ce que je fais? J'achète un bitcoin supplémentaire. Donc maintenant, ma société a 101 BTC au lieu de 100. Et là où ça devient intéressant, c'est quand on regarde le rendement moyen du Bitcoin sur les 10 dernières années, on est, comme on l'a dit juste avant, à environ 40 à 50% par an, en moyenne. Donc, en théorie, le Bitcoin que j'ai acheté avec votre argent va générer, la première année, 40 à 50 000 $ de plus-value potentielle. Je vous en reverse 10 000 et je garde le reste. Même si demain le Bitcoin s'effondre de 80%, je continue à vous verser vos 10 000 $ sans souci. Pourquoi? Parce que j'ai un matelas, j'ai mes 100 bitcoins en réserve, même à moins 80%, il me reste 2 millions, donc je peux clairement vous payer vos dividendes. J'ai la taille et la liquidité pour encaisser la chute, attendre et laisser le marché faire son boulot. Parce que c'est ça le point crucial, je ne vous vends pas la performance brute de Bitcoin, je vous vends sa moyenne lissée, sa version adoucie. Je prends la volatilité sur moi, je l'absorbe et je vous en reverse seulement une partie, un rendement prévisible, stable et régulier.
C'est ça la vraie idée derrière les preferred stocks. Et c'est grosso modo ce que fait Strategy. Sauf qu'ils n'ont pas 100 BTC au départ, mais plus de 600 000, et c'est ça leur matelas de sécurité, leur amortisseur. Et MicroStrategy n'a pas reçu 100 000 $, mais plus de 6 milliards en preferred stock. Sur ce graphe, c'est assez clair, vous les voyez ici, ce sont les petites lignes toutes fines au milieu, versus la pile totale de BTC. Alors vous aurez probablement remarqué les inscriptions BTC Rating à droite de chaque produit. Il s'agit de notations internes développées par Strategy pour exprimer la solidité relative de chaque produit en fonction de l'ensemble de leurs réserves de BTC. Alors ce n'est pas une notation classique comme celle des agences de crédit, pas du tout, c'est une échelle interne développée par Strategy pour mesurer la solidité perçue de chaque produit, de chaque preferred stock, en fonction de l'ensemble de la réserve de BTC détenue par l'entreprise. Parce que tous les produits, STRC, STRK, STRF, STRD, reposent sur une réserve commune, les 600 000 bitcoins de Strategy. Si on reprend notre exemple de tout à l'heure, vos 100 000 $ étaient backés par les 100 BTC de la société. J'ai simplifié à l'extrême, mais voilà donc l'idée derrière ces actions préférentielles qui incarnent une exposition hybride à Bitcoin. L'autre point important, et vraiment à souligner, c'est que ces nouveaux produits financiers ne sont pas de la dette. Contrairement à une obligation classique, il n'y a pas d'échéance à laquelle Strategy doit rembourser le principal. Ici, l'entreprise vend ses actions préférentielles, verse un dividende régulier, et puis c'est tout. Si vous voulez revendre vos titres, récupérer du cash, pas de souci, ils sont cotés au Nasdaq, comme les actions Apple ou Microsoft. Bref, ces produits sont littéralement la couche d'abstraction ultime pour une clientèle institutionnelle. Ce qui est assez amusant, enfin je trouve, c'est que pendant que tout le monde parle de tokeniser les actifs traditionnels, Saylor fait exactement l'inverse. Il transforme une crypto, en l'occurrence la reine des cryptos, en un titre financier, tout ce qu'il y a de plus classique pour Wall Street. Il prend du Bitcoin et il le déguise en produit institutionnel. Du Bitcoin version costume cravate. Ce que fait Michael Saylor aujourd'hui avec l'invention de Satoshi Nakamoto est comparable à mon avis dans une certaine mesure à ce que Steve Jobs a fait à l'informatique par exemple. Les pionniers, les geeks, les cypherpunks, eux n'ont jamais eu besoin d'interface graphique pour comprendre la puissance d'un ordinateur, ni d'un ETF pour croire au Bitcoin. Ils voient le potentiel brut là où les autres voient de la complexité. Steve Jobs l'avait très bien compris avec le lancement du Macintosh en 84. Il ne s'agissait pas seulement d'un ordinateur, c'était le premier ordinateur personnel, avec une interface graphique et une souris, un objet que n'importe qui pouvait utiliser. En rendant l'informatique accessible, presque intuitive, Jobs a ouvert la porte à une adoption grand public. Il ne cherchait pas à convaincre les ingénieurs, ils étaient déjà convaincus. Il s'adressait au reste du monde. Saylor fait la même chose avec Bitcoin. Il ne parle pas de wallet, de clé privée ou de Lightning. Il habille le Bitcoin avec les codes du monde traditionnel. ETF, obligations, actions. Il le rend comestible pour les banques, les gestionnaires d'actifs, les comités d'investissement. Saylor a tout compris, il sait qu'il ne va pas changer les boomers, donc il faut adapter la technologie à leurs repères. Strategy tente donc à son échelle de rediriger une partie de l'épargne mondiale vers Bitcoin. Pour vous donner des ordres de grandeur, aux États-Unis, plus de 7 000 milliards de dollars dorment par exemple juste aujourd'hui dans les money market funds, avec un rendement d'environ 4%. Ces money markets ou fonds monétaires sont des véhicules d'investissement très liquides et perçus comme peu risqués. Ils servent souvent d'alternative aux comptes épargne et investissent principalement dans des actifs à court terme comme les bons du Trésor américain par exemple. C'est ce type de masse de capitaux que Saylor a clairement dans le viseur. Il veut offrir une alternative Bitcoin native, entre autres par exemple, comme on l'a dit, à ces 7 000 milliards de dollars. Un nouveau marché monétaire construit non pas sur de la dette d'État, mais sur l'actif numérique le plus dur jamais créé. C'est pas mal, hein? Comment pas mal? C'est génial, tu veux dire? Maintenant, tout le monde a cette question en tête, et si le Bitcoin s'effondrait? Genre, s'effondrait vraiment? Si Bitcoin chutait de 80 voire 90%, est-ce que Strategy exploserait en plein vol? C'est justement l'une des questions qui fut posée à Michael Saylor en direct lors de leur dernière présentation. En gros, que se passe-t-il en cas de chute du Bitcoin? Est-ce que les dividendes sur les preferred stocks pourront continuer à être payés? Et sa réponse a été très claire, même avec une chute de 80%, Strategy serait en mesure de verser l'intégralité des dividendes sur ses actions préférentielles. Dans un scénario vraiment extrême, avec un Bitcoin en baisse de 90 à 95%, alors là le versement pourrait être temporairement suspendu, mais reprendrait ensuite, et le modèle tiendrait. On a 90% to 95% drawdown, in theory, you might suspend something for a little bit of time, but you would eventually get back current on it. So, so I think in terms of robustness, it's pretty robust. Pour rappel, Strategy a déjà vécu un bear market brutal. En 2022, le Bitcoin passe de 70 à 16 000 $, soit une baisse de plus de 70%. À l'époque, la structure financière de Strategy était bien plus fragile qu'aujourd'hui. Les conditions, les produits, la flexibilité et la structure du capital n'étaient pas les mêmes.
Et pourtant, pas de faillite, pas de défaut, aucune liquidation forcée, l'entreprise s'en est plutôt bien sortie. D'ailleurs, on peut largement penser que ce précédent a donné du crédit au modèle actuel. Ça a donné confiance à Michael Saylor. Ce qui rend Strategy bien plus robuste aujourd'hui, c'est le pivot vers les levées de fonds en equity. Si vous avez compris ça et le MNA, vous avez plus ou moins tout compris. Saylor le dit lui-même, si on devait rembourser 50 milliards de dettes dans 3 ans, ça serait ingérable. Mais ce n'est pas le cas. Comme on l'a dit tout à l'heure, les instruments utilisés aujourd'hui sont sous forme d'equity, donc pas de date de remboursement du principal. Sur Q2 2025, Strategy a dégagé 14 milliards de dollars de revenus, dont 10 milliards de bénéfices. Face à ça, les paiements annuels de dividendes et intérêts sur ces produits financiers, les preferred stocks, les convertibles, etc. représentent environ 400 millions de dollars. Autrement dit, le résultat net trimestriel est plus de 20 fois supérieur au paiement des intérêts annuels des investisseurs. Alors là, vous allez me dire que ce bénéfice provient exclusivement de la hausse du cours du Bitcoin sur la période, donc on ne peut pas, avec assurance en tout cas, partir de ce constat pour l'étendre et le projeter dans le temps. Eh ben si, en fait c'est tout le principe. Tout le modèle repose sur l'hypothèse que Bitcoin fasse en moyenne environ 40% par an sur les prochaines années. Reprenez l'exemple de tout à l'heure, Strategy se gave des performances de Bitcoin la plupart du temps et reverse seulement une partie aux détenteurs des preferred stocks. D'après leur dernière présentation, Strategy estime qu'avec la situation actuelle, ils pourraient verser les dividendes à leurs investisseurs pendant 180 ans. Et même si Bitcoin chutait de 75%, ils pourraient encore tenir 26 ans. Dans ce scénario, ils partent du principe qu'ils ne lèvent plus aucun capital et qu'ils vendent progressivement leurs réserves de BTC pour honorer leurs engagements. Pour l'actuel président de Strategy, Peng Li, MSTR est très probablement l'action la plus sous-évaluée du marché aujourd'hui. D'après tous les échanges qu'il a eus ces derniers mois, même parmi les investisseurs dits qualifiés, très peu ont réellement compris le endgame derrière la stratégie qu'ils sont en train d'implémenter. So our equity guidance. I talked about the fact that we think MSTR is undervalued and in some cases perhaps significantly undervalued. Strategy a le 13e plus gros bénéfice net du S&P 500 en 2025 avec 24 milliards de dollars devant Visa, Merck ou Walmart. Toutefois, sa market cap est reléguée à la 96e place, loin derrière des entreprises générant beaucoup moins de profits. Et surtout avec un PE, donc un Price to Earnings ridicule de 4,7, le 495e sur 500 dans l'indice, alors que la moyenne du S&P 500 tourne autour de 24. Donc d'après Michael Saylor et toute l'équipe de management de Strategy, le niveau de valorisation est complètement décorrélé des fondamentaux de l'entreprise. Parce que selon eux, le marché n'a pas encore vraiment compris ce qu'ils étaient en train de faire. C'est comme dans les années 2000 quand l'action Amazon s'échangeait autour de 5 à 6 dollars. La plupart des investisseurs voyaient Amazon comme une banale librairie en ligne, à peine rentable, brûlant du cash à vitesse grand V. Mais ce que beaucoup n'avaient pas vu, n'avaient pas compris à l'époque, c'est que Jeff Bezos ne construisait pas un simple site e-commerce. Il posait les fondations d'une infrastructure logistique mondiale et surtout d'un empire technologique avec AWS qui allait devenir le moteur de profit de l'entreprise. Comme on l'a dit dans notre dernière vidéo sur ce sujet, le succès de Strategy fait des émules. Depuis quelques mois, des dizaines de sociétés adoptent une stratégie similaire. Metaplanet au Japon, Smiler Scientific aux US, The Blockchain Group en Europe, bref, le modèle se répand petit à petit et tous veulent reproduire ce que Michael Saylor a initié en 2020. Cette multiplication d'acteurs soulève une question légitime. Quel est l'avantage compétitif de Strategy? Qu'est-ce qu'il se passe si tout le monde commence à copier le modèle? Est-ce un risque pour l'entreprise? Aussi surprenant que cela puisse paraître, Michael Saylor et son équipe ne voient pas l'arrivée de concurrents comme une menace, mais comme une opportunité. Selon eux, plus il y a d'entreprises qui adoptent une stratégie se basant sur Bitcoin, plus le marché s'habitue à valoriser ce type de modèle. Et surtout, chaque nouvel acteur qui achète du Bitcoin contribue à faire grimper le cours. Résultat, la valeur des réserves de Strategy augmente mécaniquement. Ses garanties deviennent plus solides, sa capacité à lever du capital s'améliore, autrement dit, même les imitateurs, sans le vouloir, renforcent la solidité du modèle de Strategy. Et puis, il faut être aussi lucide, Strategy a plusieurs années d'avance. Construire et lancer une gamme cohérente de produits, parler aux institutionnels, s'ancrer dans les grands indices boursiers, c'est tout un processus. Et ça ne se reproduit pas en un claquement de doigts. Donc encore une fois, Saylor ne voit pas cette dynamique comme une menace, mais comme une coopération stratégique globale. Il compare ça à la digitalisation du crédit. Selon lui, Bitcoin est en train de devenir une nouvelle base monétaire neutre et universelle. Et autour de cette base, des entreprises comme Strategy, Metaplanet et d'autres à venir nourrissent un cercle vertueux. Plus de Bitcoin achetés, moins de volatilité, une meilleure perception du risque, plus d'émissions de crédit adossées à Bitcoin et la boucle continue. Un système réflexif qui devient de plus en plus robuste à mesure qu'il grossit. Bon, par contre, il y a quand même une question qui me taraude. Qu'est-ce que devient tout ça lorsque l'adoption de Bitcoin est terminée? Lorsque l'invention de Satoshi Nakamoto ne fait plus 30 à 40% par an en moyenne, mais se cale plutôt sur les gains de productivité de l'économie mondiale?
On répondra à cette question dans une autre vidéo. Entre temps, si vous voulez comprendre les récents changements réglementaires aux États-Unis, ceux qui pourraient bien tout faire basculer pour Bitcoin et les actifs numériques, et pourquoi ce qui vient de se passer à Washington est peut-être le vrai signal du tournant institutionnel, je vous recommande vivement cette autre vidéo GAB.